Salut à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui peut intéresser beaucoup d'entre vous qui sont dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat et qui sont en couple ou qui sont même déjà mariés. C'est le contrat de mariage. Alors, moi je suis donc jeune mariée, je viens de me marier et avec mon mari, en fait, même dès qu'on s'est rencontrés, il était évident que si un jour on se mariait, il y aurait un contrat de mariage. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Et en fait, en tant qu'entrepreneur et investisseur, il était évident qu'on passerait par un contrat de mariage. Et récemment, on a rencontré d'autres couples mariés et on en est venu à parler de ce sujet-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était loin d'être évident pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur le contrat de mariage, je pense. Si l'un des deux l'évoque, c'est que, je sais pas, ça va pas dans le couple, ou il prévoit peut-être un divorce ou une séparation. C'est un peu diabolisé, je pense, et à tort, parce qu'en fait, ça permet juste de se protéger, euh, que ce soit en cas de divorce, mais même en cas de décès, on sait pas ce que la vie nous réserve. Et à un moment, je pense qu'il faut qu'on se protège. On est tous conscients que le divorce existe et que le décès peut survenir à n'importe quel moment. Et il faut prévenir ces événements de la meilleure des façons qui soient dès le début. Et ne pas attendre de se retrouver dans une situation galère pour se dire mince, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Je vais vous expliquer rapidement les différents types de contrats qui existent. Et j'espère que ça vous fera moins peur à l'avenir et que ce sera un sujet qui sera plus libre dans votre couple si jamais c'est un sujet un petit peu tendu. Si en fait vous n'établissez pas de contrat de mariage le jour de votre mariage, on dit que vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez avant votre mariage, tout ce que vous aurez acheté en nom propre, restera en nom propre. Et même les legs, les donations, les successions auxquelles vous avez droit au cours du mariage seront pour vous seul. Mais tout ce que vous achetez au cours de votre mariage sera commun, même si vous l'achetez tout seul. Donc c'est une situation qui peut convenir à des gens qui ont peu de patrimoine le jour de leur mariage et qui veulent qui ne sont pas forcément dans des métiers à risque, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en profession libérale ou quoi, qui peut ou entrepreneur qui peut avoir des risques financiers un peu plus importants que salariés. Par contre, le désavantage, c'est que les créanciers d'un des deux époux peuvent saisir les biens en nom propre, mais également les biens communs. En plus, ça ne tient pas compte des différents apports qui peuvent être différents sur un bien. Donc en fait, lorsque vous divorcez, ça peut créer beaucoup de litiges en fait sur oui mais moi j'avais mis 80%, t'as mis que 20%, oui mais là c'est séparé en deux. Donc voilà, ça peut créer des litiges, surtout que bon, les divorces se passent pas toujours en bonne entente, donc faut faire attention. Par contre après, en cas de divorce, c'est assez facile de tenir la comptabilité puisque du coup tout ce qui a été acheté est divisé en deux et c'est relativement simple, les comptes sont relativement simples à établir. Ensuite, on trouve le régime de la séparation de biens. Donc là, il n'y a rien de commun, c'est-à-dire que tout ce qui a été acheté avant le mariage et pendant le mariage, ça reste à celui qui l'a acheté si ça a été acheté seul, ou sinon ça reste à chacun des deux époux en fonction des différents apports qui ont été mis. Donc là, voilà, c'est très clair, ça reste séparé, même s'il y a des biens qui sont en donation ou en succession, etc., ça reste en nom propre à l'époux qui est concerné. Donc tout est bien séparé. Alors d'une part, ça facilite les transmissions des parents, ce sera beaucoup plus simple. De deux, les créanciers d'un des époux ne peut saisir que les biens de l'époux en question, mais ne peut pas saisir les biens propres du conjoint. Il n'a pas le droit d'y toucher. Donc ça protège quelque part le patrimoine du conjoint. Et chacun reste maître en fait de ses décisions concernant tous les biens qu'il possède. Donc il n'y a pas de litige possible, chacun fait ce qu'il veut avec ses biens. Malgré tout, il y a un inconvénient, notamment au niveau des créanciers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas toucher aux biens du conjoint. Cependant, il peut le faire si les dettes contractées par
par le conjoint visé a servi en fait à entretenir le ménage ou à éduquer les enfants. Donc s'il y a eu un but en fait pour vraiment entretenir le couple et entretenir la vie du couple, donc là ils peuvent venir toquer chez le conjoint. Autre inconvénient en cas de décès cette fois, le conjoint en fait survivant ne pourra pas bénéficier des biens propres du conjoint décédé. Il gardera que ses biens propres et en l'absence de testament, il aura droit à un quart de la pleine propriété ou la totalité de l'usufruit des biens propres du conjoint défunt. Donc voilà, attention, peut-être qu'il faut mettre en place un testament avec ce genre de contrat pour pouvoir assainir la situation en cas de décès d'un des deux conjoints et faire en sorte que le conjoint survivant en tout cas ne se retrouve pas dans une situation un petit peu délicate en cas de décès. Voilà, faut faire attention à ces petites choses-là. On a ensuite le régime de la communauté universelle. Là, c'est-à-dire que tous les biens qui ont été achetés avant le mariage, que ce soit par l'un ou par l'autre, ou tout ce qui a été acheté pendant le mariage, ou tout ce qui a été légué à un des deux conjoints, tout ce qui a été donné, ça forme une grosse masse commune qui, en cas de divorce, sera séparée de manière équitable entre les deux conjoints. Ce qui est un peu délicat dans ce type de contrat, c'est que donc absolument tout est commun et ça peut créer peut-être des embrouilles entre les familles, c'est-à-dire que si vous donnez quelque chose à l'un des deux conjoints, ça appartiendra forcément à l'autre aussi. Et on sait que les ententes entre les familles sont pas toujours dingues, donc ça peut entraîner des petites frictions, des petites bagarres entre les familles, donc c'est pas toujours évident. Ensuite, les enfants peuvent être un petit peu lésés si en fait dans le contrat il y a marqué que tout revient au conjoint survivant. En cas de décès, en fait, les enfants en fait ne toucheront rien. Ce sera tout au conjoint survivant et c'est quand il décédera à son tour que tout reviendra aux enfants. Donc il y aura des droits de succession à régler qui seront supérieurs à une autre situation. Et c'est déconseillé quand c'est une famille recomposée. Quand vous avez un premier enfant qui n'est pas de la même mère ou du même père, ça devient un petit peu compliqué du coup parce que voilà, on fait masse commune, ça peut entraîner des problèmes. Donc attention si vous choisissez ça. Malgré tout, voilà, sachez que ça existe et que vous pouvez totalement y adhérer si vous le souhaitez. Enfin, vous avez le régime de la participation aux acquêts. Donc ce régime-là, il mélange séparation et communauté. C'est-à-dire que, en fait, ça marche en séparation de biens tout au long du mariage, mais lorsqu'il est dissous ce mariage, donc soit par décès, soit par divorce, le notaire il va estimer en fait l'enrichissement des deux conjoints au cours du mariage et il va diviser cet enrichissement en fait de manière équitable entre les deux. Donc en fait le notaire va regarder le patrimoine des deux conjoints le jour du mariage et le patrimoine final le jour de la dissolution du mariage et il va calculer un petit peu ce que ça a rapporté à chacun. Et également, il va prendre en compte les différents patrimoines qui ont été donnés par donation ou par legs à chacun des deux époux. Ça peut être une situation qu'on peut retrouver par exemple lorsque la femme ou l'homme est au foyer pour s'occuper des enfants et l'autre travaille. Donc il y en a un qui va s'enrichir, puisqu'on est en séparation de biens pendant tout le long du mariage. L'un va s'enrichir, l'autre moins, mais malgré tout il va participer à l'éducation des enfants, à l'entretien du ménage, etc. On estime à partir de là que l'enrichissement de l'un n'est pas forcément très juste par rapport à l'autre qui n'aura pas gagné beaucoup, mais qui aura participé à tout ça. Donc en fait, on recalcule ça pour que le conjoint qui s'est moins enrichi en tout cas puisse bénéficier malgré tout de certaines choses puisqu'il s'est occupé du ménage malgré tout pendant toutes ces années sans pour autant s'enrichir. Voilà, maintenant vous savez les principaux éléments sur les différents contrats de mariage qui existent. N'hésitez pas à vous renseigner. De toute façon, avant de signer quoi que ce soit, vous allez chez un notaire qui va vous expliquer tout ça beaucoup plus en détail en fonction de votre situation. Voilà, il fera une étude vraiment plus personnalisée. Il vous proposera aussi des choses qui seront un petit peu plus en adéquation avec votre situation et en accord avec ce que vous souhaitez également faire
pour votre couple. Donc moi, si vous faites de l'investissement, si vous êtes entrepreneur, moi je pense que c'est indispensable de faire un contrat de mariage. Et donc préparez-vous. Alors pour info, ça coûte à peu près 400 euros. Voilà, sachez que ça peut vous éviter bien des problèmes. Juste un exemple, nous on a rencontré un couple donc ils sont mariés sans contrat, donc sous le régime de la communauté réduite aux acquis. Et, et en fait, le mari investit avec une autre personne sur des immeubles de rapport, et donc sans sa femme. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa femme est autant impliquée que lui, que ce soit dans les dettes qui contractent, quoi. Donc en fait, le risque, en fait, c'est que la personne, donc là, en l'occurrence la femme, n'est pas au courant qu'elle est engagée. Elle se rend même pas compte que en cas de décès ou quoi, ce sera sa responsabilité à elle qui sera engagée, alors que elle s'intéresse même pas au projet. Donc attention, vous pouvez régulariser votre situation même après mariage. Donc si vous avez changé un petit peu d'ambition et si vous vous rendez compte qu'à peut-être 50 ans, vous êtes marié depuis 20 ans, mais à 50 ans, vous souhaitez faire de l'investissement ou je ne sais quoi, ça peut être fait. Voilà, discutez-en avec votre mari, votre femme, n'hésitez pas, ça ne doit pas être un sujet tabou du tout. C'est vraiment quelque chose, pas pour embêter les époux, mais vraiment pour se protéger mutuellement. Donc moi, je peux que vous conseiller de le faire et ça réglera, je pense, pas mal de problèmes, même en cas de décès, quoi. Ne pensez pas qu'au divorce, mais aussi en cas de décès. Sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas le cas. Et en tout cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!